bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet atelier sur le thème de la vaccination du congrès SPOT 5 de la SFSPU. Ce soir, pour nous accompagner, Florence Bontemps, docteur en pharmacie et fondatrice de l'application de formation DEFI-MEDOC, Gilles Lepape, médecin généraliste, et Jean Stagnara, pédiatre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quelques consignes. Nous vous prions, si possible, de laisser vos caméras et vos micros coupés pendant la durée de l'intervention. Vous êtes toutefois libre de poser toutes les questions que vous souhaitez à travers le chat. Je les lirai et les transmettrai pour vous aux différents intervenants. Je me présente moi-même, je m'appelle Alexis Le Tolic, je suis pharmacien d'officine et je serai ce soir à la fois intervenant et animateur. Donc vos questions, voilà, vous pouvez les poser tout au long de la conférence sur le chat et les réponses aux questions que nous allons vous poser, vous pourrez également les formuler par cette voie. Donc ce soir, on a un atelier sur le thème des recommandations vaccinales et de la vaccination donc contre le zona et dans la stratégie de cocooning. Hop, excusez-moi, je tente de reprendre le contrôle de mes diapos. Les voilà. Donc, on commencera ensemble ce soir par le zona. Mais avant toute chose, afin de vous réveiller après cette dure journée de labeur pluvieuse, en tout cas pour la région parisienne, peut-être ensoleillée ailleurs, je vous laisse, je vois que Jean n'est pas d'accord, je vous laisse entre les mains de Florence Bontemps qui va vous réveiller un petit peu avec quelques quiz. Florence, c'est à toi. Merci Alexis. Voilà, pour vous plonger tout de suite dans le cœur du sujet, on a extrait 4 questions des différents quiz DEFI-MEDOC, qui est une application de rapid learning que vous connaissez peut-être pour les pharmaciens et les équipes officinales. Et on va vous faire voter sur ces 4 questions. Donc je vous les lis d'abord. Elles ont tout un lien avec le zona au sens large. Et la première parle de varicelle. À l'âge de 10 ans, quel est le pourcentage d'enfants ayant déjà contracté la varicelle ? Donc, on ne parle pas de l'année dernière qui était un petit peu spéciale, on verra pourquoi. 40%, 60% ou 90%. Je vais d'abord lire les 4 questions et puis après, vous pourrez voter. Une deuxième question sur varicelle et femmes enceintes. Est-ce que la varicelle développée par la future mère quelques jours avant d'accoucher peut avoir des conséquences graves pour l'enfant ? Oui ou alors non, aucun risque si c'est à proximité du terme. Une troisième question sur la posologie de valacyclovir. Quand on a une posologie de 500 mg, c'est-à-dire un comprimé matin et soir pendant 10 jours, est-ce qu'on est dans un traitement de l'herpès génital ou du zona ? Et puis une dernière question sur le vaccin Zostavax. À qui est-il recommandé ? Alors, 4 propositions. Chez les patients de 65 à 74 ans, chez les patients adultes immunodéprimés, chez les patients adultes n'ayant jamais eu la varicelle ou en cas de contact avec un patient atteint de zona. Alors, Marie-Hélène, je crois que tu peux nous passer la première question où vous allez pouvoir voter, donc celle sur l'épidémiologie de la varicelle. Voilà, donc en fait, vous allez pouvoir voter les questions les unes derrière les autres. Donc, je lance le questionnaire et vous pouvez répondre directement. Et puis, on se retrouvera à mi-parcours pour commenter vos réponses. Alors, est-ce que ça vote, Marie-Hélène? Est-ce que tout fonctionne? Pour l'instant, ça ne vote pas, donc je ne sais pas. Voilà, ça y est, c'est parti, c'est parti. Ça marche, ça y est. alors. Ouais, ça y est. Donc, on vous prend un petit peu à froid, à brûle pour point. Non, mais ça y est, progressivement, on a des réponses. C'est très partagé, hein. Moi, je ne vois pas du tout vos réponses, donc je n'ai pas encore d'idée de... Alors, moi, je les vois. Mais on verra ça à mi-parcours de l'atelier et ce sera intéressant, puisqu'on aura eu déjà une partie du cas clinique, de voir si finalement vous aviez en tête un peu les bonnes réponses. On attend encore un petit peu parce qu'il y a d'autres réponses. On va encore attendre un petit peu. Sur la 4e question, tout le monde peut voter parce que moi, je l'ai pas, elle ne s'affiche pas. Oui, la 4e question, les gens peuvent voter. Oui, tout à fait. Ils sont en train de voter d'ailleurs. D'accord. Alors, donc là, je pense que ça ne bouge plus, donc je pense qu'on peut arrêter. Je peux mettre fin au vote. Voilà, ça y est, tout le monde a... Voilà, donc je mets fin au vote. Alors, on verra tout à l'heure. Voilà, pour partager les résultats. Les résultats et les commentaires sur les résultats et les réponses, bien entendu.
Alexis, je te rends la parole. Oui, je reprends. Voilà. Alors, pour animer un petit peu cet atelier, on vous propose un cas clinique. Donc, le cas clinique est le suivant. Monsieur N, 68 ans, a consulté son médecin généraliste pour une éruption cutanée localisée sur la partie externe du front et qui s'est étendue jusque sur la tempe. Associées à cette éruption sont apparues des douleurs à type de brûlure. L'examen clinique réalisé par le médecin révèle la présence de petites vésicules contenant un liquide clair. Son médecin établit donc l'ordonnance suivante. Donc, je vous permets de la relire, des fois que certains d'entre vous aient un tout petit écran et ne puissent pas voir l'ordonnance. Donc, cette ordonnance contient trois médicaments, le valacyclovir en comprimé à 500 mg, à la posologie de 2 comprimés matin, midi et soir pour une durée de 7 jours, du paracétamol 500 mg, à la posologie de 1 à 2 comprimés matin, midi et soir en cas de douleur, et le collyre biocidant, 1 goutte 4 fois par jour dans l'œil gauche durant 7 jours, en cas d'apparition d'une rougeur oculaire. Donc voilà ce qui nous intéresse, nous pharmaciens, l'ordonnance qui nous arrive au comptoir. Là, c'est moi qui vous pose des questions, encore une fois pour vous réchauffer un petit peu. Quel est, d'après vous, le diagnostic posé? Le traitement que vous avez vu sur l'ordonnance vous paraît-il cohérent avec ce diagnostic? Et quels sont les conseils que vous donnez aux patients? Pour cette partie, je vous propose de formuler vos réponses directement sur le chat et je les lirai au fur et à mesure que je les vois apparaître. Donc, c'est à vous. Ne me faites pas le coup de la classe silencieuse, s'il vous plaît. Les experts peuvent voir aussi la conversation? Normalement, oui, vous pouvez. En cliquant Discuter peut-être. Pour l'instant, je ne vois aucune réponse. Vous Aussi. me faites donc. C'est pour ça que j'étais inquiet. Ah, je commence à avoir des réponses. Voilà, on en voit une, oui. Ça y est, ça y est. Donc, on voit Zona. Allez, je vous laisse encore quelques petites secondes pour formuler des réponses. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. À la fin, c'est vraiment l'objectif est d'échanger au maximum. Bon, puisque personne ne semble décidé à contredire la réponse qui a été donnée précédemment, Zona, donc, avec voilà, un traitement antiviral pour 7 jours, a débuté au plus vite, moins de 3 jours, et attention à l'atteinte ophtalmique, entre parenthèses. Alors, je vais laisser à Gilles le plaisir de répondre à une de ces questions. Gilles, je t'en prie. Merci beaucoup, Alexis. Écoute, finalement, pas beaucoup de réponses, mais pas mauvaises. Hein. En fait, c'est donc un zona ophtalmique qui représente, là, vous voyez, on a pris un peu de public, entre 7 et 25% de tous les zonas, hein, plus fréquents chez le sujet âgé, et surtout le risque de complications oculaires de 1 à 2%. Sur ce type de zona, alors, on en avait discuté un tout petit peu ensemble. Il y a surtout faire attention. Un zona ophtalmique est un zona qui touche le nerf ophtalmique, une branche du trijumeau, ce qui ne veut pas dire que systématiquement, on a une atteinte oculaire. Par contre, l'atteinte oculaire, lorsqu'elle existe, est gravissime, je dirais, et nécessite, on le verra un tout petit peu plus loin, des prises en charge particulières. Donc, le trijumeau, c'est essentiellement une atteinte du front, de l'aile du nez, et, de la paupière et de l'œil. Et on voit un tout petit peu sur la gauche, hein, je ne vais pas tout reprendre, bien entendu, mais le nombre de varicelles, c'est 100 000 à 200 000 par an, 20 000 à 40 000 zonas. Et le risque global de zona est de 10 à 25% durant toute la vie. Et la forme de zona ophtalmique, c'est à peu près 10 à 20% de tous les zonas. Donc finalement, ce n'est pas si rare. C'est une pathologie que nous, on voit et que vous verrez de manière récurrente.
La prise en charge doit être effectivement rapide et j'ai vu une réponse à 63 jours, 72 heures. Effectivement, il faut vraiment que la prise en charge sur le plan thérapeutique soit faite le plus rapidement possible, de manière à éviter les complications que l'on verra un tout petit peu plus tard. Merci Gilles pour ces réponses. Alors, le traitement de référence du zona ophtalmique est donc le valacyclovir, cette molécule que nous connaissons en pharmacie d'officine sous le nom de spécialité Zelitrex. Donc, ce sont des comprimés dosés à 500 mg qui sont disponibles en boîte de 10, 42 et 112 comprimés. Voici quelques informations donc vraiment essentielles à avoir en tête sur le valacyclovir. Le valacyclovir est un médicament antiviral. Il s'agit de la prodrogue de l'acyclovir. C'est un médicament qui fonctionne en inhibant l'ADN polymérase du virus. Donc, les indications principales que nous voyons en pharmacie d'officine, c'est effectivement le traitement du zona et du zona ophtalmique chez l'adulte, le traitement et la prévention des infections cutanées à herpès virus chez l'adulte et l'adolescent, et la prévention des infections à cytomégalovirus chez les patients immunodéprimés. Ce sont les 3 indications principales que nous trouvons en pharmacie d'officine sur les ordonnances qui nous sont présentées régulièrement. Le valacyclovir a des effets indésirables, oui, mais très très rares, quelques céphalées, parfois des troubles digestifs à type nausée, vomissement. Au niveau des interactions médicamenteuses, on fera particulièrement attention à la co-administration de médicaments néphrotoxiques, comme le mycophénolate mofétine, donc le Cellcept, ou le méthotrexate, IMET, j'en passe, et les meilleurs. Les précautions d'emploi sont les suivantes. Donc, les posologies sont à diminuer en cas d'insuffisance rénale. Chez les patients âgés, il faudra faire attention à ce que l'état d'hydratation du patient soit optimal durant la durée du traitement. Et il est à noter également que c'est un médicament qui est utilisable pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Les posologies les plus courantes que nous rencontrons en officine pour les indications effectivement majeures, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le traitement du zona et du zona ophtalmique. Donc la recommandation officielle, c'est donc du valacyclovir 1000 mg, soit 2 comprimés, 3 fois par jour, pour une durée de traitement de 7 jours. Normalement, la boîte de 42 comprimés est adaptée à cette indication. Comme effectivement Arthur nous l'avait dit dans les réponses qu'il nous a données, le traitement du zona et du zona ophtalmique doit être instauré dans les 72 heures qui suivent l'apparition des manifestations cutanées. Pour ce qui est des autres indications, ça ne fait pas de mal de se faire un petit rappel. Dans les infections à herpès simplex virus, HSV, donc par exemple les crises d'herpès génitaux, le valacyclovir à 500 mg, donc un comprimé 2 fois par jour, jusqu'à 10 jours pour les premiers épisodes et entre 3 et 5 jours pour les épisodes récurrents. Dans les poussées d'herpès labial, on trouvera le valacyclovir 2000 mg, 4 comprimés à raison de 2 fois par jour pendant un seul jour. Et enfin, dans la prévention des récidives d'infection à herpès simplex virus, on trouvera le valacyclovir 500 mg, un comprimé, une seule fois par jour, et pour une durée de traitement allant de 6 mois à 1 an et devant ensuite être réévalué si besoin. Les autres traitements qui peuvent être utilisés pendant le zona ophtalmique sont des traitements locaux. Alors, à noter que le Virgan, en gel ophtalmique, est un médicament qui contient un antiviral, effectivement, l'azyclovir, mais qui n'est pas indiqué dans le zona ophtalmique. Les collyres antibiotiques et ou anti-inflammatoires ne sont pas non plus indiqués pour une crise de zona ophtalmique, donc zona ophtalmique avec atteinte oculaire. Les corticoïdes comme le Dexafri ne doivent être utilisés que sur l'avis d'un ophtalmologue. Les collyres antiseptiques, comme nous l'avons vu prescrits au-dessus sur l'ordonnance du cas clinique, ne sont pas non plus indiqués. Pour ce qui est des antalgiques, les paliers 1, paracétamol et AINES, peuvent être utilisés mais sont assez peu efficaces. Les antalgiques de palier 2, comme l'association paracétamol-codéine ou tramadol, peuvent être utilisés. Dans le traitement de la névralgie post-zoostérienne, des douleurs qui sont associées à ce zona, peuvent être utilisés les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline, donc le Laroxyl, qui est le plus connu, et les antiépileptiques, comme la gabapentine et la prégabaline. Ces traitements sont certes indiqués pour le traitement de la névralgie post-zoostérienne, mais peuvent être prescrits d'emblée par le médecin.
Alors, je vous pose de nouveau des questions. J'espère que cette fois-ci, il y aura plus de participants, maintenant que vous êtes un petit peu réveillés. Quel est, d'après vous, le risque pour le patient en cas d'atteinte oculaire et quelle sera alors la conduite à tenir? Également, quels sont les risques à l'âge de M. N de développer un zona? Je vous laisse répondre pendant quelques minutes. Je serai attentif à ce que vous m'écrivez. Encore une fois, n'hésitez pas. C'est vraiment l'occasion. N'hésitez pas à poser des questions également au fur et à mesure. Je les poserai pour vous, Agile, à la fin de cette session sur le zona. Donc, je vois Arthur qui nous répond risque de cécité, ophtalmo pour vérifier l'intégrité du nerf optique, point d'interrogation. Le risque augmente donc peut-être avec l'âge. Bon, de toute évidence, Arthur a passé une journée moins chargée que les autres, donc on va passer. Je vais laisser à Gilles le plaisir de vous répondre avec de nouvelles charmantes photos. Alors, je ne sais pas si Arthur a moins travaillé que les autres aujourd'hui, mais je dirais il est top, hein, c'est très très bien. Donc, le problème du zona ophtalmique, encore une fois, c'est le problème de l'atteinte oculaire, hein, le problème des lésions locales et des douleurs post-ostériennes. On peut les gérer, et un peu comme tu disais, Alexis, il ne faut pas hésiter quand les douleurs neuropathiques, les atteintes de nerfs, sont importantes, de mettre dès le début du traitement, ce qui n'est pas forcément une recommandation, mais de mettre dès le début des traitements pour les douleurs neuropathiques. Donc, les grosses complications du zona ophtalmique sont les kératites, les uvéites, qui peuvent entraîner des séquelles importantes au niveau de la cornée, avec des cicatrices qui posent problème, ce qu'on appelle les épisclérites, des rétinites, hein, donc des atteintes de la partie postérieure de l'œil, hein, puisque la rétine est vraiment très postérieure, avec des risques de perte de vision, puisque les cicatrices, bien entendu, ne fonctionnent plus comme une rétine normale, et les séquelles tardives sont à type de glaucome, de cataracte, d'uvéite chronique, de cicatrices, et d'hypoesthésie cornéenne. Et Alexis avait tout à fait raison, on a dans quelques cas des atteintes neuropathiques du nerf ophtalmique qui peuvent entraîner des cécités. Donc, sans parler des douleurs post-ostériennes qui sont plus tardives, mais qu'on arrive globalement à gérer, alors sur du long terme, mais qu'on arrive à gérer. Donc, vraiment, le problème ophtalmologique est très important. Alors, pour revenir juste à ce que je disais tout à l'heure, un zona ophtalmique est un zona de la branche 1 du trijumeau, ça c'est une chose. Mais un zona ophtalmique avec une atteinte oculaire doit obligatoirement conduire à une consultation ophtalmologique rapide. Je veux dire, vous voyez un zona ophtalmique, moi je vois un zona ophtalmique avec une atteinte oculaire, la consultation ophtalmo doit être dans la journée ou au pire dans les 24 heures, parce qu'il est important d'éviter les complications à court ou à long terme. Alors, donc, sur le plan de traitement, la plupart du temps, ce sont des traitements locaux à base de corticoïdes, de l'atropine, de manière à éviter un resserrement de l'iris. Mais encore une fois, voilà, juste pour être très simple, juste des lésions cutanées, le valacyclovir, ce n'est pas de problème. Une atteinte ophtalmologique, enfin une atteinte de l'œil, consultation ophtalmo très rapide. Donc, tu veux que je continue, Alexis? Oui, j'avoue que je t'ai passé un petit peu la diapo-vite. Tu me dis… Non, c'est pas très grave, hein, puisque en fait, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, les points clés du zona ophtalmique sont une atteinte donc du nerf trijumeau 1, la branche ophtalmologique, par réactivation du virus varicelle zona. Les complications kératite uvéite qui peuvent être source de complications ultérieures, on l'a vu, hein, les cicatrices, voire des cécités. Là, on n'est plus sur la kératite, l'uvéite, mais sur l'atteinte du nerf optique. Un aspect très typique de l'éruption. Alors,
attention aussi, n'oubliez pas qu'avant l'éruption d'un zona, la plupart du temps, nos patients nous signalent des douleurs dans un territoire métamérique, dans un territoire de nerfs. Donc, si vous voyez le patient, ou si nous voyons le patient au tout début et qui se plaint de douleurs au niveau frontal, au niveau narinaire, au niveau palpéral, vraiment se méfier beaucoup. C'est la plupart du temps effectivement un zona ophtalmique qui est sur le point de sortir. Et en 24-48 heures, on aura les éruptions. Donc, encore une fois, comme le disait Arthur tout à l'heure, il ne faut pas attendre 72 heures pour la mise en place du traitement pour éviter les complications. Donc, le traitement repose bien entendu sur les antiviraux, plus ou moins les traitements ophtalmologiques après avis de l'ophtalmo. Et puis, la prévention, bien entendu, sur la mise en place comment dirais-je, du vaccin chez les plus de 50 ans, enfin, les plus de 65-74 ans. Merci Gilles. Alors, le travail du pharmacien est avant tout l'orientation diagnostique. Donc, voici un petit arbre qui va nous permettre de synthétiser la manière d'orienter son patient comptablement une fois qu'il se présente à la pharmacie. Donc, un patient se présente avec les signes cliniques de zona ophtalmique. Donc, nous l'avons vu, une éruption cutanée vésiculeuse sur la partie haute du visage. Donc, c'est là le rôle du pharmacien de demander quand est-ce qu'est apparue cette éruption, puisque nous avons dit que ces 72 heures étaient importantes pour débuter le traitement. Le pharmacien doit aussi demander si les douleurs sont déjà présentes, afin de pouvoir effectivement déterminer l'intensité de la symptomatologie orientée par le médecin, et est-ce qu'il y a une atteinte oculaire déjà présente. Alors, s'il n'y a pas d'atteinte de l'œil a priori, il est possible d'orienter le patient vers une consultation avec un médecin généraliste. 72 heures, c'est court, c'est vrai, mais c'est suffisant pour obtenir une consultation chez un médecin généraliste, ne serait-ce maintenant avec les progrès récents qu'en téléconsultation, mais il est quand même plus sympathique de contacter éventuellement le médecin traitant du patient ou un généraliste connu de la pharmacie pour lui indiquer qu'un patient nécessite rapidement une consultation en raison d'une suspicion de zona ophtalmique. En cas de présence de signes d'atteinte oculaire, je vous le rappelle rapidement, un œil qui est rouge, une douleur dans l'œil, une baisse de l'acuité visuelle et ou une sensibilité à la lumière, qui sont donc pour nous en officine les signes d'urgence ophtalmique, le patient doit effectivement être orienté aux urgences les plus proches pour un avis ophtalmologique, encore une fois, sous 72 heures, mais cette fois-ci, ce sera certainement moins de 4 heures, puisque en général, la consultation ophtalmologique aux urgences va quand même relativement vite. Je tente de reprendre le contrôle de mon diaporama. Alors, là, encore une fois, une petite session de questions qui ne devrait pas vous demander trop d'écriture. Comment peut-on prévenir le zona? Je n'ai même pas fini de poser la question qu'Arthur a déjà répondu. Merci Arthur. Mais les autres, vous pouvez quand même écrire la vaccination, ne serait-ce que pour me faire plaisir, s'il vous plaît. J'aime bien, Alexis, je viens de découvrir le petit truc discussion en bas. Donc, on voit tout, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui a oublié son perlemutaire. Oui. Vaccination, éviter le contact avec les enfants atteints de varicelle, d'accord. Je laisse encore quelques secondes. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, s'il y en a. Peut-être le diaporama est-il si complet et les explications de Gilles et de moi-même si claires qu'au final, vos questions se trouvent toutes répondues. Alors, effectivement, la vaccination. Gilles, je te laisse introduire le sujet. Merci Alexis. Oui, donc effectivement, il n'y a pas 36 000 solutions d'éviter comment dirais-je, le zona. Donc, encore une fois, c'est très fréquent chez les patients de plus de 60 ans. On l'a vu et chez les patients avec baisse d'immunité immunitaire acquise ou autre, hein, bien entendu. Le seul traitement préventif, effectivement, est le vaccin. Hein, donc, n'oubliez pas que c'est un vaccin qui est vivant atténué, donc qui est indiqué chez les plus de 50 ans, mais avec une prise en charge
uniquement chez les patients de plus de 65 à 74 ans de mémoire. Florence, tu nous rappelleras, hein, en cas de contact ou avec ou sans varicelle dans l'enfance. Ça, c'est une première chose. N'oubliez pas les contre-indications qui sont l'immunodéficience primaire ou acquise et tous les traitements immunosuppresseurs, y compris les fortes doses de corticoïdes. C'est pas si rare que ça, on a pas mal de pathologies, hein, les PPR, certaines polyarthrites rhumatoïdes, les tuberculoses actives non traitées et la grossesse, alors qui sont à éviter dans le mois qui suivent la vaccination. Par contre, une grossesse, enfin une patiente qui aurait une varicelle en toute fin de grossesse, sur le plan fœtal, le risque est minime. Donc ça, il faut le savoir de manière à se rassurer et rassurer bien entendu les patientes également. Voilà, donc encore une fois, comme malheureusement dans plein de pathologies, y compris celles qu'on connaît depuis plus d'1 an et demi maintenant, seule prévention, c'est la vaccination. Alors peut-être avant d'avancer encore un petit peu sur les vaccins, Arthur te demande, Gilles, quand est-ce qu'on évoque la place du Versatis dans la stratégie thérapeutique du Zona? C'est une bonne question. Alors, le Versatis n'intervient que sur les douleurs neuropathiques. Donc, je dirais, il interviendrait plutôt dans un deuxième temps. Tu vois, sur les douleurs neuropathiques qui existeraient au-delà de 7 jours, 15 jours, c'est-à-dire qu'on met en place le valacyclovir, etc. Comme je disais, on peut mettre très en avant, presque dès le début, la gabapentine ou autre. Par contre, un patient très douloureux, effectivement, le patch de Versatis, et je vous rappelle que le remboursement n'est uniquement que dans les douleurs post-océariennes, ce qui nous pose plein de problèmes dans d'autres pathologies. Donc, en fait, c'est intéressant. Par contre, bon, vous comprenez bien que la pose d'un patch de Versatis au niveau d'un zone ophtalmique est parfois un peu compliqué, mais c'est un bon traitement. Sincèrement, je ne pense pas qu'il soit suffisant tout seul pour diminuer les douleurs neuropathiques, et les autres traitements de la douleur neuropathique ont leur intérêt. Moi, je l'utilise plutôt en combinaison avec les traitements par voie générale. Merci Gilles. Je vois que Arthur rajoute, est-ce qu'on attend que le patient soit très douloureux ou peut-on anticiper? Alors, sincèrement, je ne pense pas qu'il faille que le patient soit très douloureux. C'est pour ça que dès le début, tu as vu, Alexis, j'ai parlé de la mise en place des traitements antineuropathiques quasiment en même temps que les paliers 2 antalgiques, parce qu'il ne faut pas oublier que les douleurs neuropathiques sont des douleurs vraiment très intenses. En fait, la plupart du temps, nos patients souffrent bien sûr localement des lésions, mais les douleurs neuropathiques, c'est vraiment, vous avez l'impression de mettre une main dans un four, d'avoir des pics en permanence. Donc, il ne faut pas hésiter à les mettre très, très tôt. Donc, si un de vos médecins fait une ordonnance avec la gabapentine, excusez-moi, de la duloxétine ou autre, ne soyez pas étonnés. Je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter à les soulager dès le début. Je vois qu'un participant avait conseillé, en plus pour prévenir le zona, d'éviter le contact avec des enfants atteints de varicelle. Quel est ton avis là-dessus? Alors, n'oubliez pas que la contamination par rapport au virus de la varicelle zona est une contamination par les vésicules. Donc, pour être très trivial, si on ne va pas gratouiller les vésicules qui sont bourrées de virus, le risque est minime. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jean, hein, par rapport à ça, mais je veux dire, on a tous soigné nos enfants atteints de varicelle à des âges bien moindres que le mien, bien entendu, et on ne s'est pas retrouvé avec des varicelles récidivantes ou des zonas. Donc, le risque, à mon avis, est quand même relativement minime. Il ne faut pas qu'on isole un enfant atteint de varicelle sous prétexte qu'on pourrait avoir un zona. Ça me paraît peu probable. Enfin, encore une fois, je me rapproche du pédiatre parce qu'il est plus à l'aise avec ça, mais le risque est quand même minime, quoi. Quel est ton avis sur la question, Jean? Je partage tout à fait le point de vue de Gilles. C'est vrai que nous, on parlera du vaccin varicelle aussi à un moment si vous voulez, mais c'est sûr que
Ce qui est embêtant, c'est aussi la contamination autour des enfants et quand il y a une crèche entière qui fait des varicelles, ça peut être une mauvaise maladie, même chez l'enfant. Et effectivement, quand je vois une varicelle, je recommande que les personnes âgées, enfin les grands-parents, évitent le contact direct avec ces enfants. Mais à ma connaissance, moi, je n'ai pas vu aussi de complications de zona, a fortiori ophtalmique chez les enfants, chez les adultes en contact avec les enfants. Les enfants. Oui, enfin, je dirais restons prudents, quoi, effectivement, Jean. Hein. Prudence. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Pour en revenir du coup sur la vaccination contre le zona, donc il existe 2 vaccins actuellement pour la vaccination contre le zona. Le premier et le plus connu ici en France en tout cas, c'est le vaccin Zostavax. C'est un vaccin vivant atténué, donc il contre-indique son utilisation chez les patients immunodéprimés et les femmes enceintes, et qui est indiqué dans l'AMM chez les personnes de plus de 50 ans ayant des facteurs de risque de zona. Les facteurs de risque de zona sont donc des cancers, des traitements immunosuppresseurs, mais bon, malheureusement, qui peuvent contre-indiquer l'administration de ce vaccin, d'où l'intérêt du second vaccin qu'on verra ensuite, des corticothérapies, du diabète. Donc, ce vaccin, Gilles vous l'a dit, n'est pris en charge par l'assurance maladie que pour les patients entre 65 et 74 ans révolus et dans l'indication prévention du zona et des douleurs post-zostériennes. Une seule dose de Zostavax est nécessaire et il s'agit, comme je vous le disais, du seul vaccin disponible en France actuellement pour cette indication. Hors de France, nous avons le vaccin Shingrix, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est un vaccin recombinant et qui est indiqué chez les adultes de plus de 18 ans à haut risque de zona et chez les adultes de plus de 50 ans de manière générale. C'est un schéma en 2 doses à 2 mois d'intervalle. Et c'est donc un vaccin qui bénéficie actuellement d'une autorisation européenne et qui n'est pas disponible dans notre beau pays. Il est toutefois disponible en Allemagne, si certains d'entre vous avaient l'envie de visiter Berlin, on ne sait jamais. Ça peut toujours être sympa. À retenir de ce cas clinique sur le zona, avant de vous relaisser avec Florence pour qu'elle vous révèle les réponses à vos quiz. Donc, les signes cliniques du zona sont à retenir. C'est une éruption vésiculeuse douloureuse sur le visage. Il est nécessaire pour le pharmacien de savoir détecter l'atteinte oculaire et d'orienter le patient en conséquence et le plus rapidement possible, donc dans les 72 heures, nous l'avons dit. Le traitement de première intention est également à savoir reconnaître et valider. Donc, le valacyclovir, 500 mg, 2 comprimés 3 fois par jour pendant 7 jours. Et on prend toujours garde à l'état d'hydratation du patient âgé et à sa fonction rénale. Le vaccin Zostavax est un vaccin que nous pouvons proposer au comptoir si nous voyons des patients qui sont potentiellement à risque de zona et qui sont soit au-dessus de 50 ans en prenant le risque de ne pas se faire rembourser ou au-delà de 65. C'est tout à fait possible pour nous, pharmaciens, de proposer ce vaccin Zostavax au comptoir. Je vous laisse, comme je vous disais, en compagnie de Florence à présent pour voir les réponses à vos quiz. Alors, on va demander à Marie-Hélène de nous passer plutôt les réponses. On va découvrir ensemble. Donc, première question, à l'âge de 10 ans, quel est le pourcentage d'enfants ayant déjà contracté la varicelle? La bonne réponse, c'est 90%. Vous êtes plus de la moitié à avoir répondu 90%. Donc ça, c'est intéressant parce que, effectivement, ça montre que c'est une maladie quasiment obligatoire et que, du coup, il y a beaucoup de patients qui vont être susceptibles de développer un zona dans leur vie, puisqu'il faut avoir eu la varicelle pour faire un zona. Je dirais que, alors j'ai entendu ce que disaient nos 2 médecins tout à l'heure, en fait la varicelle a quand même une transmission également aéroportée, pas uniquement par les vésicules de varicelle, et c'est pour ça qu'une protection par un masque peut être efficace, et c'est pour ça que l'année dernière, alors il y a eu je ne retrouve plus le mot, le fait qu'on soit tous chez nous pendant des semaines et des semaines. Voilà, les confinements, on a tellement parlé que ça m'a... les confinements qui ont bien sûr joué, le port du masque, mais il y a eu très très peu de varicelle. Je ne sais pas si tu le confirmes, Gilles, mais enfin, il y a eu très peu de varicelle l'année dernière. Ah ouais. On a eu peu de pathologies hivernales. En plus. Oui. Mais là, c'est plutôt une pathologie de printemps. Oui, non, tout à fait, mais toute pathologie confondue, ça a baissé.
Donc, très peu de varicelle l'année dernière. Je pense qu'il y en aura plus, peut-être même encore plus que d'habitude, le printemps prochain. Et donc, pas mal de personnes susceptibles de développer un zona plus tard. Alors, sur la deuxième question, donc voilà, dans l'application d'Efimedoc, en fait, hein, j'en dis juste un tout petit mot, c'est donc une application qui vous envoie des quiz 2 fois par semaine sur des médicaments. Donc de temps en temps, il y a des quiz un peu différents, celui-là c'était sur la varicelle, et non pas sur typiquement un médicament. Et donc ces quiz sont toujours des quiz en 10 questions, et ça permet de refaire le tour d'une classe de médicaments ou d'une pathologie, quelque chose qui est important au comptoir. Et c'est une application de rapid learning qui existe sur les stores, qu'on peut télécharger sur les stores. L'abonnement est payant, mais vous pouvez aller voir ça sur defimedoc.fr. Et voilà donc comment se présente la réponse. En fait, vous avez tout de suite votre score suivant la réponse et une petite explication comme ce qu'on vient de vous dire là. On passe à la deuxième question, qui était une question sur la femme enceinte. En fait, la bonne réponse, je ne la vois pas, Marie-Hélène. Qu'est-ce qu'on répondu? Une varicelle développée peut-elle avoir des conséquences graves? Oui, c'est plutôt oui. C'est plutôt oui. Plus on est près du terme, enfin moi c'est ce que j'ai vraiment lu, et vous allez me confirmer du côté des médecins. C'est embêtant quand c'est juste avant le terme. Ça peut donner des... alors, soit comment on appelle ça, des varicelles néonatales. Oui, et surtout des méningoencéphalites dramatiques. Voilà, donc il faut se méfier chez les femmes enceintes qui n'ont pas eu la varicelle dans l'enfance. Il y en a très peu, hein, c'est 5% des patients adultes qui n'ont pas eu la varicelle dans l'enfance. Il ne faut pas qu'elles s'approchent d'un enfant qui a la varicelle, si elles peuvent, qu'elles se méfient. Par contre, quelqu'un qui a un zona, pour moi, il n'est pas... est-ce qu'il va pouvoir être contagieux? Oui, par les lésions alors. Par les lésions. Oui. Par les lésions. Mais je pense uniquement par les lésions. Je ne pense pas qu'il y ait de contamination aéroportée. Florence, je peux faire un petit commentaire sur la varicelle? Oui. Alors, c'est la catastrophe. Hein, et dites-vous bien que souvent, si c'est en fin de grossesse, qu'elle est dans la maternité et qu'il y a une varicelle, elle peut contaminer aussi les autres femmes qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher. Je ne vous dis pas le bazar. Moi, ça m'était arrivé une fois dans une maternité où je travaillais. Donc, c'est compliqué et il y a effectivement des énormes risques pour l'enfant. Et par ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays, en particulier les pays asiatiques, je crois que l'Espagne aussi, il y a l'obligation et le remboursement, enfin la recommandation et le remboursement de vaccins varicelle chez l'enfant, ce qui nous éviterait effectivement ce genre de risque. Oui, alors qu'en France, les vaccins Varivax, Varilris ne sont pas indiqués, sont peut-être indiqués dans l'AMM, mais par contre, ils non sont obligatoires. Oui. Obligatoires. Par contre, si vous reprenez les recommandations, elles sont quand même, elles disent qu'entre 12 et 17 ans. À partir de 12 ans, oui, c'est ça. Pour que tout le monde, et puis on le conseille aussi avant une grossesse, de vacciner les femmes qui désirent mettre en route une grossesse au moins un mois avant de programmer cette grossesse. Ça peut faire partie des recommandations des pharmaciens. Tout à fait, ça je crois que c'est tout à fait notre rôle. Alors la troisième question, Marie-Hélène, est-ce qu'on peut avoir les réponses de la salle? Ah, moi je ne les vois pas. Est-ce que tu peux descendre ou me les lire? Parce que je ne vois que la question 1 et 2. Ok, alors, chez quel patient le vaccin contre le zona est-il recommandé? Alors, on a à 43% chez les patients… non, tu as la posologie du valacyclovir. Ah oui, je suis allée trop vite, excusez-moi. Ouais, oui. Excusez-moi. Une posologie de 500 mg, oui, effectivement, à 57% d'un herpès génital. Oui, alors, je n'ai plus la question sous les yeux, mais c'est bien, voilà, c'est bien. La posologie de 500 mg. Matin et soir, ça c'est la posologie de l'herpès, et celle du zona, on l'a largement vu, 2 comprimés 3 fois par jour pendant 7 jours, et ça n'est indiqué qu'à partir de 50 ans, parce que les douleurs de post-zona, post-zostérienne, sont vraiment plus fréquentes à partir de 50 ans. Donc ça n'a, je crois, officiellement l'indication dans l'AMM qu'à partir de 50 ans pour le valacyclovir.
Je ne sais pas si en pratique, vous traitez quand même les patients de moins de 50 ans par du valacyclovir en cas de zona, parce qu'on voit quand même Oui. des patients plus Alors, jeunes. honnêtement, Florence, je dirais que, quel que soit l'âge, alors c'est vrai que tu en as très très peu chez les sujets plus jeunes, bien entendu, hein, mais je dirais un patient de 40 et quelques années qui a un zona ophtalmique, oui, il faut le traiter, c'est une évidence, hein. Oui, oui. Alors, il faut le traiter déjà pour éviter les complications ophtalmiques, parce que même si c'est que cutané, on évite les complications ophtalmiques, et même si les douleurs post-océaniennes sont moins importantes chez les sujets plus jeunes, elles peuvent exister et donc il faut traiter. Ouais. Alors, on peut passer à la dernière question, Marie-Hélène, donc celle sur le Zostavax. Et je ne sais pas non plus les réponses, tu vas nous les lire. Alors, les réponses à 43% ex aequo chez les patients âgés de 65 à 74 ans et chez les patients adultes n'ayant jamais eu la varicelle. Et on a 14% chez les patients adultes immunodéprimés et 0% en cas de contact avec un patient atteint de zona. Alors, non chez les patients adultes immunodéprimés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pas de vaccin vivant atténué. Chez les patients adultes n'ayant jamais eu la varicelle, non, ce n'est pas indiqué. Alors, je pense qu'il y aurait plutôt une vaccination varicelle, mais pas une. La différence entre le vaccin Zona et le vaccin varicelle, c'est la même souche, mais le Zostavax est 14 fois plus concentré que le vaccin varicelle. Et puis, en cas de contact avec un patient atteint de Zona, non, ça ne fait pas partie des recommandations du vaccin Zostavax. Et contrairement au vaccin contre la varicelle qui est indiqué en cas de contact avec un patient atteint de varicelle dans les cas où on ne veut pas que la personne ait la varicelle. Donc voilà les réponses et voilà comment ça se présente dans l'application des Fimédoc. Quand vous avez votre score, vous êtes en jaune et vous pouvez vous situer par rapport aux autres apprenants, ce qui vous donne un peu une idée de si vous êtes au point sur le sujet par rapport à vos confrères, à vos collègues, hein, ou si vous allez refaire le quiz pour améliorer votre score. Voilà. Arthur 100%. C'est ça. Donc, voilà. On lui souhaite. L'application des Fimédoc, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, et sinon je fais aussi des présentations de l'application sur les tables de networking. Je pourrais vous y retrouver. Je te repasse la parole, Alexis. Merci beaucoup. S'il vous reste quelques questions sur le Zona, n'hésitez pas à les poser. C'est maintenant, peut-être jamais. Je vous laisse peut-être quelques petites secondes, ou sinon je commence à avancer et si j'en vois quelques-unes, on les reposera ensuite. Deuxième partie de cet atelier, donc sur la stratégie de cocooning dans la vaccination. Donc, on commence d'emblée par le cas clinique. Monsieur M, 30 ans, sort de la consultation de suivi de grossesse de sa femme et il vous présente l'ordonnance suivante. Encore une fois, pour ceux qui ne pourraient éventuellement pas la lire depuis un tout petit écran, cette ordonnance est beaucoup plus simple que la précédente. Il est écrit « Faire pratiquer un vaccin Repevax ou Boostrix Tetra ». C'est à vous, encore une fois, de me répondre, j'en suis désolé. De quelle vaccination s'agit-il? Où se situe Monsieur M dans la stratégie vaccinale pour ces pathologies? Et quel est, d'après vous, le cadre ici? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Céline, j'ai vu votre question sur le Zona. On y revient, je vous propose, en fin d'atelier pour essayer d'avancer un petit peu. Non, personne n'est inspiré par le Repevax et le Boostrix Tetra. Ah, Arthur, quand même. Donc, donc DTCAP, retard de vaccination 25 ans, entre parenthèses, ou cocooning coqueluche. Et Stéphanie vous dit, Florence, que Defimédoc est une super application, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord par ailleurs. Merci à Stéphanie. Donc, en l'absence d'autres réponses, on va avancer un petit peu. Florence aussi est super, vous dit Arthur. Je suis également d'accord avec cette affirmation.
Alors, les vaccins Repevax et Boostrix Tetra sont deux vaccins relativement équivalents et pouvant être interchangés l'un avec l'autre. Ce sont des vaccins donc, contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche. Donc, le Repevax contient le vaccin diphtérique avec une concentration, un contenu réduit en antigène diphtérique, un vaccin tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique. Le vaccin Boostrix, de son côté, est également un vaccin diphtérique avec un contenu normal, cette fois-ci en antigène, tétanique, coquelucheux acellulaire et poliomyélitique. Ce sont des vaccins qui sont utilisables pour les rappels de vaccination chez l'adulte. Donc, les rappels, effectivement, Arthur le disait, sont recommandés à l'âge de 25, 45 et 65 ans. Et à partir de 65 ans, tous les 10 ans. Et ils sont utilisables également si le statut vaccinal d'une personne est inconnu. C'est en général un schéma en 3 doses, M0, M1 et M6. Je tente de reprendre le contrôle de mon diapo. Voilà, donc le cadre ici, M. M donc, est un futur jeune papa. M. M a 30 ans, nous l'avons dit, et son statut vaccinal n'est pas connu. Donc, en théorie, effectivement, si on suit les recommandations, sa dernière vaccination date d'il y a 5 ans, quand il avait 25 ans, et peut-être pas encore le projet d'avoir un enfant, qui sait. Il est donc possible, avec les vaccins Boostrix et Repevax, de lui administrer une dose supplémentaire, en ne sachant pas si sa vaccination est à jour. D'autres petites questions pour vous avant de laisser la parole à Jean, je crois. Qui d'autre, dans le futur entourage familial, peut être vacciné pour ces mêmes pathologies? Concernant la maman, faut-on la vacciner pour ces pathologies pendant la grossesse? Et quelles seraient, d'après vous, les autres vaccinations intéressantes pour la maman et quand pourra-t-on les réaliser? Donc, encore une fois, on a donné quelques réponses peut-être dans la partie précédente. N'hésitez pas à participer. Arthur nous dit les grands-parents, donc entourage proche de manière générale. Les grands-parents nous dit également Stéphanie. Stéphanie habite près de Saint-Étienne? Pas du tout. Apparemment, pas du tout. Alors, je viens de me souvenir, aux grands-parents, nounou également, nous répond Céline. Nounou, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Donc, je crois que c'est moi qui fais cette petite diapo-là. Effectivement, donc là, le cocooning, ça consiste en la vaccination de l'entourage familial du nourrisson. Cette stratégie concerne le père et la mère, la fratrie, les grands-parents ou toute autre personne, vous avez raison, susceptible d'avoir un contact rapproché et prolongé avec l'enfant. Le cas des nourrices, des personnes qui s'en occupent régulièrement. Et il y a 2 pathologies d'intérêt, la coqueluche et la rougeole. Sur ce, je laisse Jean vous expliquer l'intérêt de cette vaccination de cocooning et pourquoi dans ces 2 pathologies et surtout comment faire pour arriver à la mettre en place correctement. Jean, c'est à toi. Donc, en fait, le cocooning, si on reprend la définition, d'ailleurs qui est assez ancienne parce que je crois que ça date d'une quinzaine, voire une vingtaine d'années, ça consiste donc à protéger l'enfant de moins de 6 mois de maladies pour lesquelles lui n'est pas protégé. Et puisque lui-même ne peut pas recevoir le vaccin ou n'est pas immunisé, n'est pas protégé, eh bien, on va protéger l'entourage, enfin vacciner l'entourage, donc non pas de manière égoïste, si j'ose dire, mais de manière altruiste. Et vous avez très bien répondu, puisque ça concerne, je dirais, toute la fratrie, les conjoints et toutes les personnes susceptibles d'être en contact, que ce soit l'assistante maternelle ou, par exemple, les grands-parents, en sachant que la coqueluche donc n'est pas indiquée chez la femme enceinte. On va peut-être passer à la prochaine. En tout cas, les transmissions se font donc par les cas proches. Alors, la coqueluche, en fait, l'allaitement ne protège pas, elle ne passe pas des toxines protégeant de la coqueluche. Quand vous êtes gardé aussi à domicile, il y a autant de risques que si vous étiez en collectivité.
Cette vaccination, le statut, d'ailleurs c'est bien parce que je vois que la maternité où a accouché, qui suit cette femme enceinte a donné les bons vaccins et vous ne pouvez que effectivement accepter et recommander de bien le faire. Alors, bizarrement, vous voyez, le rappel de 25 ans, d'abord, soit il est fait, soit il n'est pas fait, ou il est oublié, ce qui est un problème. Et avec la consultation à 25 ans, je ne sais pas ce qu'en pense Gilles, mais moi, je vois déjà de voir les enfants à 11 ans, parfois ils nous échappent pour le rappel des 11 ans, mais 25 ans, c'est quand même 10 ans plus tard, et là aussi, il y a un trou vaccinal. Ouais. Et en plus, si les grossesses maintenant sont autour de 30 ans et plus, 25 à 35 ans, on n'est plus protégé, donc il convient de suivre les recommandations de la HAS. Donc, vacciner, comme on l'a dit, tout l'entourage. Et puis, alors, il y a un tout petit hiatus entre ce que font les pays anglo-saxons et la France, c'est que pour le moment, on ne recommande pas de vacciner pendant la grossesse. Or, certains pays le font au deuxième trimestre. Pourquoi pas au premier? Parce qu'il y a quand même un risque de fièvre, voire de fausse couche, mais en tout cas, le deuxième trimestre, ce serait possible, en sachant que si par erreur, une femme enceinte a été vaccinée contre la coqueluche, il n'y a pas d'indication, autorité en tout cas, médicale, d'interruption de grossesse, enfin thérapeutique. Donc voilà, c'est à discuter bien sûr, mais c'est quand même, bon, on suit les recommandations, elles ne sont pas obligatoires. Donc, parents non antérieurement vaccinés, eh bien, il faut faire une dose. Donc, vous avez vu que pour la vaccination coqueluche, et le vaccin anti-coquelucheux n'existe pas sous forme, n'existe pas sous forme non combinée, et on est obligé de le rattacher à la toxine tétanique, donc diphtérique. Donc c'est pour ça que vous avez toujours le DTCA polio. En tout cas, pour les adolescents de moins de 25 ans, il faut bien sûr faire cette vaccination. Adultes de plus de 25 ans, même vaccination, surtout si c'est 10 ans ou plus. Et puis, si il a reçu un autre vaccin qui ne contient pas le DT polio, qui ne contient pas la coqueluche, à ce moment-là, il faut respecter un délai de 1 mois. Alors ensuite, on va parler de la rougeole. Alors la rougeole fait partie aussi des maladies sur lesquelles, des cas graves, vous avez entendu parler, je crois que c'était il y a 2 ans, d'un décès à Poitiers d'une jeune femme qui avait attrapé la rougeole. Donc c'est une maladie potentiellement grave. La rubéole, là aussi, ça donne des maladies extrêmement graves avec des embryofétopathies. Et bien sûr, c'est un vaccin vivant atténué, donc qui est contre-indiqué pendant la grossesse, avec les mêmes, je dirais, justifications. Enfin, ce n'est pas une indication d'interruption thérapeutique, ça peut être discuté au cas par cas. Ce qui veut dire que vous savez que la date de la première vaccination rougeole date des années 80 et que tous les enfants qui sont nés autour des années 80 ont eu une seule dose, puisque c'était les recommandations. Donc, on recommande de faire une deuxième dose. Il n'y a pas de délai. Il faut réaliser le plus possible cette deuxième dose. Et bien sûr, avec un tétravalent. Et puis, s'il n'y a pas eu de vaccination du tout, il faut faire les 2 doses avec 1 mois au minimum d'intervalle. Alors la grippe, là aussi, on a complètement changé de paradigme parce que cette vaccination est recommandée maintenant chez les femmes enceintes, quel que soit le trimestre. Donc ça fait un petit peu bondir au début, puisque Gilles a dû connaître ça aussi. C'était une contre-indication qu'on a complètement renversée. Et là, il s'agit de protéger des enfants, donc de moins de 6 mois, qui sont fragiles. Les prématurés, les cardiopathes, les anomalies ou neurologiques, ou pulmonaires, ou neuromusculaires. Donc, en saison vaccinale, il faut administrer le plus tôt chez une femme qui vient d'accoucher ou à la sortie du service de néonatologie, ce qui est une bonne indication. Et puis, chez les parents, proposition de vaccination simple,
hors de la saison, ça, c'est le travail des pharmaciens de dire, oui, vous avez un enfant prématuré, le vaccin va sortir, nous vous recommandons de le faire. Justement, Jean, en parlant de pharmacien, Arthur nous dit, est-ce que le pharmacien d'officine, au final, ne serait pas un rempart à ce trou dans le rappel des vaccins, notamment à l'âge de 25 ans? Gilles lui répond bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, excuse-moi, je n'ai pas entendu le début de la question, vas-y. Est-ce que le pharmacien d'officine ne serait pas un rempart à ce trou dans les rappels à l'âge de 25 ans? C'est-à-dire, tu penses que ce serait très bien qu'il fasse le vaccin? Par exemple. C'est excellent. Ou faire le vaccin ou vérifier le carnet de vaccination. Je vais y venir. C'est la suite de mon topo. Je vais y venir. Alors, on continue. La solution le pharmacien, l'information, je crois qu'il connaît bien ça. Vérifier le carnet de santé, demander est-ce que les gens apportent leur carnet de santé lors de le séjour en maternité, et puis, bien entendu, prescrire les vaccins qui sont, comme ça a été fait sur la première ordonnance. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et si vous voulez, la solution à tout, je crois que ça doit être dans la diapositive, c'est ça, c'est le carnet de vaccination électronique. Je ne sais pas si Gilles, tu prends ça, mais ça existe donc depuis une dizaine d'années aussi. Il y a près un peu plus d'1 million de carnets de vaccination qui ont été créés, mais qui règlent, je dirais, tous les problèmes des docteurs qui sont illisibles, des post-it qu'on colle sur les carnets de vaccination qui s'arrachent et qui s'en vont, des pertes des carnets de santé. Et pour le moment, il y a un site unique qui s'appelle mesvaccins.net. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde peut y accéder, et en particulier les patients eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer, en allant sur ce site, leur propre carnet de vaccination, et même, ils peuvent abonder. Et en abondant, ensuite, ils le font valider par un professionnel de santé, que ce soit une sage-femme, un infirmier, un médecin ou un pharmacien. Donc, il n'y a aucun souci, et les pharmaciens peuvent le créer, en tout cas en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'URPS pharmacien, alors l'URPS médecin aussi l'a fait, à acheter des licences pour la profession et ainsi créer des carnets de vaccination électronique. Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est comme le pass sanitaire, vous l'avez tout le temps avec vous, il est partageable, et surtout, il y a un énorme avantage, c'est que vous avez des recommandations sur, les prochains vaccins que vous allez faire, vous avez des alarmes qui arrivent, vous êtes en retard, vous n'avez pas fait votre vaccination des 25 ans, et aussi, si vous allez, je ne sais pas quoi, en Thaïlande, n'importe quoi, ça va vous donner les vaccins qu'il faut faire ou même les médicaments à prendre. Donc, ça se présente comme ça. Oui, c'est extrêmement simple. Vous allez sur mesvaccins.net, vous tapez votre adresse, vous créez un mot de passe, on va vous en donner un autre, et vous allez ensuite, voilà, vous avez l'avantage d'avoir toutes les recommandations et surtout un diagnostic vaccinal. Quand vous aurez rempli votre carnet de vaccination, on va vous dire, tiens, il vous manque celui-là, ou vous êtes à jour, et vous verrez que tout est en vert. Je crois qu'il y a une autre diapo. Alors, qui peut vacciner? Alors, quand j'ai préparé avec Alexis et Florence et Marie-Hélène, que je remercie de m'avoir invité, ce petit topo, moi, je pensais naïvement que les pharmaciens pouvaient faire tous les vaccins. Non, il semble que non. En tout cas, moi, je suis plutôt partisan que largement tout le monde puisse se vacciner. En tout cas, la Covid et l'antigrippal, les pharmaciens peuvent le faire, mais on l'oublie trop souvent, les sages-femmes aussi peuvent vacciner, et en particulier dans l'entourage des maternités, vacciner les femmes qui viennent d'accoucher ou qui vont accoucher, etc. Et puis les infirmières doivent avoir une prescription médicale, sauf pour la Covid-19. Donc tout ça montre bien, et ça, moi, c'est un peu le côté magique. Vous savez que 40% des Français étaient hésitants concernant la vaccination. Ça, c'était une enquête qui a été faite il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez vu quand même que s'ils sont bien informés, là, actuellement, 90% des patients, des Français ont la vaccination Covid. Donc, je pense qu'on a, en tout cas, un rôle, nous, professionnels de santé, et vous, pharmaciens, effectivement, dans la stratégie du cocooning, de rappeler des choses qui sont, je dirais, plutôt simples et qui ne devraient pas poser de difficultés, et avec une solution idéale qui est le carnet de vaccination électronique. Je crois que c'est tout. Voilà. Oui, donc, alors avant de passer sur la diapo à retenir, rapidement une question de RDB qui nous demande ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, femmes en âge de procréer ou toutes les femmes?
Alors, il faut, de toute façon, les vaccins sont faits dans la petite enfance et en principe, ils protègent. Actuellement, les générations qu'on sort, ils sont protégés. Ensuite, ceux qui sont nés après 80 doivent avoir leur rappel. Effectivement, pas pendant la grossesse, donc en âge de procréer, ou même tout court, hein, à l'occasion d'une consultation médicale et de vacciner. Et ceux qui n'ont pas été vaccinés du tout, je dirais, à l'occasion d'une consultation médicale, d'un passage, etc., ce rattrapage vaccinal doit s'établir. Parce que, je dirais, ça peut être grave chez le petit nourrisson, dans le cadre de la stratégie cocooning, mais ça peut être grave chez l'adulte. Puis alors, ne parlons pas de l'Afrique, où, par exemple, il y a des décès, des encéphalopathies. D'ailleurs, ça existe aussi en France, des encéphalopathies post-rougeole. Très bien. Alors, je vois qu'on me demande de réexpliquer la nuance entre les vaccins Boostrix Tetra et Repevax. Alors, si vous permettez, je vais retourner Ah au oui, ça, deuxième vous pouvez y aller, parce que pour moi, il n'y en a pas. En fait, la différence réside dans la nature des antigènes viraux bactériens qui sont utilisés en fait pour générer l'immunité. Donc, le vaccin diphtérique Repevax, c'est un vaccin, donc c'est le D, en fait, quand on marque DTPCA, en fait, on va marquer petit d ou grand D selon que le vaccin contient la teneur réduite ou la teneur normale en antigène diphtérique. Donc, le Repevax est un vaccin qui contient une quantité réduite d'antigène diphtérique, alors que le Boostrix contient une quantité normale. Et effectivement, après, on a selon alors je ne sais pas forcément tout le détail, mais on a selon les virus ou les bactéries concernées, en fait, une nature différente d'antigènes. Et alors, la façon d'être complexée est également différente pour générer une immunogénicité plus ou moins intense, mais au final, le résultat est le même. Et on peut passer de l'un à l'autre. J'ajouterais, excuse-moi, Jean. je relis la question qui a été faite. Faut-il vacciner toutes les femmes? Oui, mais aussi tous les hommes, hein, pour le ROR. Il faut vacciner tout le monde, hein. C'est le seul moyen, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a vu disparaître, par exemple, l'épidémie, enfin les rubéoles congénitales. C'est quand on avait une vaccination qui était uniquement sur les femmes, c'était un échec total, puisque c'était transporté par les hommes. On n'avait jamais les 95% de protection. Donc, je crois qu'il faut vraiment le recommander à toute la population. Gilles, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pour cette histoire de teneur. Non, la seule chose, si tu veux, je pense ce qui paraît important, c'est que globalement, si tu veux, la protection, que ce soit le Repevax ou le Boostrix, après, si tu veux, bon, avec des cours plus ou moins différentes, est la même sur les différentes pathologies, tu vois. Donc, ne pas se dire, si je prescris un Repevax, mon patient a moins de chance qu'un Boostrix. Globalement, si tu veux, il faut qu'il soit vacciné, quoi. Hein. OK. Alors, on va revenir du coup. Alors, il est peut-être, avant de conclure sur cette diapo à retenir, je vais peut-être poser la question qui t'était certainement adressée, Gilles, un petit peu plus haut. Peut-on conseiller la vaccination Zona chez un patient ayant déjà fait un Zona dans sa vie? Alors, Céline. sur les recommandations que tu as présentées tout à l'heure, on peut vacciner un patient qui a déjà fait la varicelle. Par contre, vacciner un patient qui a déjà fait un Zona, sincèrement, je n'ai pas vu de référence là-dessus. Voilà, au feeling, je dirais non, pas forcément d'intérêt, puisqu'on a une remontée d'immunité à partir du moment où il a fait un Zona. Mais la seule chose que je verrais, si tu veux, il a fait un Zona, il a une immunodépression pour de multiples raisons, oui, là, je le vaccinerai, mais pas systématiquement, tu vois. Pas dans les cas qu'on a évoqués, parce qu'il y a du contact et autres. Simplement parce qu'il a un état d'immunosuppression plus ou moins important et qu'il faut le protéger. OK. Donc, revenons sur la stratégie de cocooning. Que retenir de tout ça? Donc, la stratégie de cocooning doit se mettre en place le plus tôt possible dans le projet de grossesse. Réaliser les vaccins avant la grossesse est quand même l'idéal. C'est une démarche proactive multiprofessionnelle, donc tout le monde est impliqué, médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, tous ceux qui peuvent s'y mettre doivent s'y mettre. Et on a tous, à notre échelle, des outils de sensibilisation
à ces sujets. Je pense que Gilles, tu es d'accord avec moi que dans tout cabinet médical qui se respecte, les affiches de santé publique, vaccinez-vous, vaccinez vos enfants, vaccinez papy, vaccinez mamie, vaccinez papa, c'est partout. Nous, c'est pareil en officine. Dès qu'on a une petite place de libre entre deux présentoirs de je ne sais trop quoi, on essaie quand même de mettre des informations intéressantes, des campagnes de santé publique sur la vaccination. Le pharmacien est, évidemment, on l'a dit, idéalement situé dans ce parcours de soins du cocooning, puisque nous avons la possibilité de recueillir les données de vaccination de la famille, puisque en général, nous connaissons bien les mamans, nous les suivons tout au long de la grossesse. Elles viennent, pour ne pas dire de manière hebdomadaire, voire quotidienne, nous parler. Nous pouvons mettre en place, Jean nous l'a dit, le carnet de vaccination électronique. Et nous pouvons proposer les vaccinations ponctuelles, comme la grippe par exemple, même s'il serait idéal que nous puissions proposer beaucoup plus. Voilà qui conclut donc cet atelier sur le thème de la vaccination. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci Florence, merci Jean, merci Gilles pour vos interventions et vos explications. Pour les adhérents à la SFSPO, vous serez en mesure de retrouver l'intégralité du diaporama sur votre espace adhérent, ainsi que des fiches professionnelles, des infographies à destination des patients, mais à destination également de vos collaborateurs, et des affiches à afficher sur les thèmes donc, de la vaccination anti-pneumococcique, que nous n'avons pas abordé aujourd'hui, mais qui peut être, ma foi, tout à fait intéressante également, et du cocooning. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore adhéré, vous pouvez toujours le faire, il n'y a pas de souci, vous retrouverez les outils, mais vous aurez de toute manière accès à l'essentiel de notre diaporama avec les diapos clés à retenir. Voilà qui nous laisse de belles perspectives en termes de vaccination. Merci à tous et une très très bonne soirée. Merci à tous. Bonsoir.